cette qualité littéraire du texte, parce que parmi ces injonctions à écrire, il y a c'est votre frère, c'est de la famille, mais il y a aussi, je trouve, beaucoup d'écrivains, j'ose pas dire d'écrivains fantômes, mais d'écrivains qui vous accompagnent dans ce livre, et notamment, enfin j'ai noté des citations ou des allusions, par exemple à Chateaubriand, à Emmanuel Carrère, à Delphine de Vigan, je pense aussi, ou à Olivier de Jérôme Garcin, par exemple, qu'on connaît bien ici. Oui, vous dites à ce propos que écrire, vous mettez face, enfin, vous donnez un sentiment, non, ne pas écrire, plutôt de retarder le moment d'écrire, voilà. Vous vous mettez face à un sentiment de la vacuité de votre existence. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous traversé ça quand on traverse un deuil ou quelque chose de très tragique dans nos vies, tout devient un peu vain. Je trouve que ça donne une sorte de recul momentané, et après les choses se remettent à leur juste place. Mais effectivement, pour la première fois, je me suis posé la question de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire de lire autant ? Est-ce que c'est une fuite ? Est-ce que je vais passer toute ma vie à lire parce que lire, c'est mon métier, donc est-ce que je vais passer toute ma vie, oui, à lire des livres ? C'était un peu vertigineux comme question. Après, Jérôme Garcin, dont vous parlez ici, est devenu un ami parce que ça fait 17 ans que je fais le masque et la plume avec lui. Donc c'est quand même un sacré bail. Il m'avait appelé, j'étais venue, le premier masque et la plume, je suis arrivée, il y a ce grand studio, peut-être il y a certains d'entre vous qui sont déjà venus, et c'est un studio en public comme un théâtre. Donc je suis arrivée, j'ai vu, c'était noir de monde, il y avait 150 personnes, je ne connaissais pas Jérôme Garcin. J'ai dit bonjour monsieur, écoutez, je ne vais pas pouvoir rester parce que ça me fait trop peur, donc au revoir monsieur. Alors il m'a dit non, vous allez rester, parce que je ne suis pas comme ça. Et puis on est devenus très amis. Et Jérôme, bien avant la mort de mon frère, me poussait à écrire déjà. On a eu 2 fois par an avec Jérôme, on déjeune et on fait des sortes de bilans de notre vie, c'est des déjeuners que j'aime beaucoup. Et juste avant la mort d'Alex, il m'avait beaucoup engueulé. Il m'avait dit, mais tu es paresseuse. Alors je lui ai dit, ah non, ça, j'ai beaucoup de défauts, mais pas la paresse. Il m'avait dit, je me souviens très bien, il m'avait bousculé. Parce que vraiment, je pense qu'il voulait faire une sorte de truc que j'oublierai pas. Il m'avait dit, si tu n'écris pas, tu vas devenir une vieille critique aigrie. Ah, je t'ai dit, quel horizon. Mais la phrase était quand même restée dans ma tête. Et j'avais mis d'ailleurs son livre Olivier sur mon bureau. Il y a une question que les gens me posent pas mal, ils me disent, mais est-ce que le fait d'avoir tant lu, est-ce que ces écrivains dont vous parlez, dont vous avez finement fait la liste un peu, est-ce que c'était pas écrasant ? Et en fait, ça ne l'était pas. C'était comme des amis. J'avais fait une sorte de petit hôtel sur mon bureau, j'avais évidemment la photo de mon frère qui me regardait droit dans les yeux, et puis j'avais quelques livres, et en fait, c'était des boussoles, c'était des amis. Et j'ai pas trouvé que c'était écrasant. Delphine de Vigan, évidemment, j'y ai pensé parce que dans sa famille, il se suicide énormément aussi. J'avais été très troublée quand j'avais lu son livre, parce que je m'étais dit, tiens, mais on dirait que c'est chez moi, quoi. Et en même temps, avec cette sorte de grande gaieté. Donc j'avais comme ça les livres amis. Et quand vraiment j'avais plus de courage, je les ouvrais, et ça me redonnait de l'élan. Et Olivier m'a donné beaucoup d'élan. Et il y a un autre personnage, alors là, extrêmement important dans ce livre, et ça rejoint tout à fait ce qu'on était en train de dire, parce qu'il y a un auteur qu'on n'a pas cité. Ce personnage, je trouve, c'est le temps. Parce que le temps, vous vous dites d'ailleurs, au moment où vous allez devoir écrire le livre, vous dites, je pars à ta recherche. C'est-à-dire en écrivant, je pars à ta recherche. La recherche, évidemment, quand on parle de temps, ça fait penser à quelqu'un. Et alors, c'est curieux, parce que le tout début du livre,
effectivement, on se dit c'est une recherche du temps perdu. Et quand vous arrivez dans les derniers chapitres, le chapitre qui est d'ailleurs à mourir de rire, un chapitre du défilé de mode, là, vous savez, vous dites on se croirait dans le dernier livre de la recherche. Et le dernier livre de la recherche, c'est quoi? C'est le temps retrouvé. Et est-ce qu'il n'y a pas ce mouvement aussi? Oui, parce que le temps est très présent. D'abord, il est présent parce que j'ai voulu raconter quelque chose dans une temporalité, quelque chose d'inéluctable. Quelque chose que je sentais arriver et que, avec tous nos moyens et avec tout notre amour, on n'a pas pu empêcher. Et puis après, effectivement, j'ai voulu retrouver le temps de l'enfance. Et puis quelque chose sur la mémoire, c'est pas pour rien que j'adore Proust, parce que j'étais obsédée par la mémoire. Et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit aussi, c'est parce que je savais que le temps allait faire son travail de tri. Et que très vite on oublie, en fait. Et moi, je voulais me souvenir, comme Proust, à laquelle je ne me compare évidemment pas, mais je voulais me souvenir de tout. Parce que, d'abord tout, parce que je voulais me souvenir de tout mon frère, dans une espèce de tentative désespérée de tout garder de lui. Et puis après, parce que j'ai découvert aussi autre chose, qui était que dans les moments de grand désespoir, il y avait quelque chose qui m'avait touchée. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose qui m'avait plu, mais quand nous étions tous ensemble dans la maison de mon frère, en attendant d'aller le voir pour une dernière fois, il y avait mes parents, il y avait mes sœurs, il y avait les amis de mon frère, montréalais, et j'ai trouvé que dans ces moments-là, il y avait une vérité. Il y avait quelque chose qui m'a touchée, parce que finalement, c'est rare dans la vie les moments où plus personne n'essaye de se montrer sous son meilleur jour, où on était tous dans un état de sincérité absolue. Et j'ai aimé cette tristesse vraie. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me touchait là-dedans. Et ça aussi, je voulais la raconter. Et vous parlez du défilé de mode. Il y a une chose qui m'a aussi beaucoup frappée quand j'ai été voir mon frère aux urgences psychiatriques et puis après dans les services psychiatriques, c'est que j'ai découvert les gens qui étaient dans ces services-là. Donc c'était des gens qui avaient fait des tentatives de suicide ratées, c'était des anorexiques, c'était des désespérés, des déprimés, c'était un peu de tout. Et parfois c'était vraiment des vrais fous. Donc j'étais avec ma belle-sœur, on était assis exactement comme vous, et puis il y en avait qui nous tournaient autour pendant 1h30 en faisant des ronds comme ça. Et ces gens m'ont beaucoup émue. Et puis d'ailleurs parfois ils disparaissaient. Et un jour j'avais dit à l'infirmière, j'avais dit mais hier il y avait une dame qui était là, et elle n'est plus là ce matin, où est-ce qu'elle est? Alors elle était furieuse que je lui pose la question, parce que j'ai découvert que dans les services psychiatriques, on n'aime pas tellement qu'on pose des questions. Elle m'a dit ça ne vous regarde pas, et elle avait raison d'ailleurs, ça ne me regardait pas. Mais je me disais mais où vont tous ces gens perdus? Est-ce qu'ils sont vraiment fous? Est-ce qu'ils sont bons? Et puis je suis revenue à Paris, et très vite après, pour le journal Elle, j'ai été invitée à un défilé de mode. Donc je n'ai pas dit le nom du couturier, mais peu importe. Et là, je me suis retrouvée dans le noir, avec des dames, enfin des gens très connus, des actrices, machin, qui déjà avaient des lunettes de soleil. Et je me suis dit, ah bah c'est quand même très bizarre quand on est dans le noir de mettre des lunettes de soleil. Et finalement, si les fous que j'ai vus il y a une semaine mettaient des lunettes de soleil dans le noir, on aurait dit bah c'est normal, ils sont fous, donc ils mettent des lunettes de soleil dans le noir. Alors je me suis dit, est-ce que finalement ces actrices, est-ce qu'elles sont folles, moins folles que les gens que j'ai vus? L'autre truc qui m'a vraiment frappée, c'est que tout le monde a un portable, donc vous avez quand même un défilé absolument magnifique et somptueux, et tout le monde a son portable et regarde le défilé derrière le portable. Et là je me suis dit pareil, je me suis dit mais en fait elles sont folles ces femmes de regarder le défilé derrière le filtre d'un portable. Et il y avait comme ça plein de codes très bizarres, dont le dernier qui consiste à ne surtout pas applaudir, parce que si vous applaudissez, c'est pas bien du tout. Et moi je me suis mis à applaudir, mais vraiment comme mes enfants au cirque,
Et la dame d'à côté, elle a fait une espèce de truc comme ça. Vraiment, on voit qu'on n'était pas ensemble. Elle n'était pas du tout avec cette clou qui avait applaudi. Et tout ça m'a fait réfléchir. Après, j'ai été dire bonjour au couturier. Et là, j'étais avec une bonne amie. Et j'ai dit, mais c'était magnifique. Elle m'a dit, oh, surtout ne lui dis pas, il a horreur de ça. Alors je dis quoi? Et elle m'a dit, dis-lui que c'est moderne. Alors ok, donc j'ai fait comme tout le monde, vraiment comme les courtisans. J'ai dit, bonjour monsieur, c'était moderne. Et j'ai vu qu'il était très content. Mais tout ça m'a permis de me dire, mais en fait, elle est où la folie? Peut-être que les gens qui avaient tourné autour de Florence et de moi, ils étaient moins fous que